Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour une émission sous forme de brèves paroles, un épisode court pour un éclairage historique. Comme toujours, vous nous retrouvez sur le site paroledhistoire.fr, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, pour aller plus loin. Merci et très bonne écoute. Je suis avec Chantal Morel, qui est professeure en classe préparatoire, qui est spécialiste de Gaulle, puisqu'elle a dirigé les études de la Fondation Charles de Gaulle. Elle a également publié de nombreux ouvrages, dont un De Gaulle, La Passion de la France, en 2015, chez Armand Collin. Vous avez vu le film de Gabriel Le Baumin, De Gaulle. Alors, quelle était votre première réaction comme historienne et spécialiste du personnage ? J'ai trouvé assez intéressant qu'on fasse un film, qu'on ose faire un film sur De Gaulle intime, pourrait-on dire, sur une période qui, semble-t-il, est connue, puisque c'est l'homme du 18 juin qui apparaît dans cette séquence. Et en fait, cette séquence qui se déroule entre le mois d'avril et le 18 juin, donc 1940. Mais on a souvent l'image d'un De Gaulle, vraiment un homme très distant, le héros, le grand homme, en fait. Et là, on a volontairement, évidemment, l'image d'un De Gaulle en famille, en couple, le rôle de sa femme Yvonne, la place de ses enfants et notamment de la petite Anne est quand même, sont des éléments très importants et qui sont tout à fait intéressants, me semble-t-il, parce que ça donne un peu d'humanité, ou même beaucoup d'humanité à De Gaulle, qui est une réalité mal connue, méconnue, mal connue, cachée très longtemps, que l'on peut voir un peu dans les lettres qui ont été publiées donc de Gaulle à sa femme ou à ses enfants, ma chère petite femme chérie, etc. Et qui sont des éléments extrêmement importants qui donnent à voir cette personnalité plus humaine. Alors le rôle en particulier de sa plus jeune fille Anne, qui souffrait d'un handicap, qui était trisomique, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs pour le réalisateur aussi, on sent que c'est important puisque son premier film portait sur la Première Guerre mondiale, Les Fragments d'Antonin, et c'était sur un soldat qui avait subi un traumatisme psychique. Donc la fragilité psychique des êtres dans la grande histoire, c'est quelque chose, on voit que c'est un peu un fil directeur de son travail. Et ici c'est mis en avant, effectivement ça fait l'objet de scènes assez fortes de ce point de vue-là. Il y a cette histoire familiale, mais c'est quand même inséré dans la grande histoire. Et du coup, parmi les scènes un peu qui sont des passages obligés finalement de ce type de représentation de la défaite de 1940, est-ce qu'il y a des scènes qui vous ont plus particulièrement intéressé ou frappé dans leur représentation ? Alors moi, j'ai beaucoup aimé les scènes au sein du gouvernement, les débats qui ont lieu, la violence de ces débats, et la façon dont le jeune, tout récent général de Gaulle, puisqu'il a été nommé général à titre provisoire le 26 mai, parce que Paul Reynaud voulait l'appeler au gouvernement, mais il fallait qu'il ait général, donc général de brigade, donc il rentre au gouvernement le 6 juin, il ne sera au gouvernement que pendant 11 jours, un sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale, aux côtés de Paul Reynaud qui est ministre de la guerre et de la défense nationale et président du Conseil. Et donc on a des débats extrêmement houleux dès le début. En fait, le général de Gaulle, en tant que sous-secrétaire d'État, ne doit pas participer au Conseil des ministres. Donc, mais il y a d'autres réunions, des conseils de défense, etc. Et on voit ces débats extrêmement tendus avec le général Weygand, qu'il connaissait, puisqu'il l'a connu en 1920 en Pologne, qui est très favorable déjà à l'armistice, donc des tensions très vives avec le maréchal Pétain aussi. Et là, ces tensions sont vraiment très palpables, très bien montrées. Et c'est tout à fait intéressant. Avec d'ailleurs une distinction qui est évidemment familière des historiens, des historiennes et de ceux qui s'intéressent à la période, mais peut-être moins du grand public, c'est la distinction entre armistice-capitulation. C'est vraiment là-dessus que se joue le débat clé entre les chefs militaires et puis les politiques qui, comme Paul Reynaud, voudraient que la guerre continue ou en tout cas ne pas céder. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur cette distinction qui est fondamentale à l'époque ? Alors, la capitulation, c'est une défaite désarmée, c'est une défaite militaire. Et donc, évidemment, le général Weygand et le maréchal Pétain, qui est vice-président du conseil, ne veulent pas faire porter
à l'armée l'échec de cette guerre. Pour eux, c'est la République. Pour eux, c'est la République. Et même le Front populaire. Et le Front populaire, tout va venir de là. On le sait évidemment par la suite, les discours du maréchal Pétain, mais il faut mettre en avant justement l'armistice, c'est une défaite politique qui permet de ne pas faire porter la responsabilité à l'armée, alors que De Gaulle a aussi, par exemple, pendant des années, voulu modifier, développer la force mécanique, comme il le disait, les chars qui ont été utilisés par l'armée allemande, par la Wehrmacht, et notamment le 10 juin, il rencontre Weygand et il voudrait faire admettre à Weygand que l'on puisse réunir l'ensemble des divisions blindées, ce que Weygand refuse, et à un moment dans la conversation, celle-ci ou une autre, Weygand lui dit mais qu'est-ce que vous proposez? Et De Gaulle, qui est quand même au gouvernement, le gouvernement n'a rien à proposer, il a des ordres à donner. C'est tout à fait la personnalité de cet homme que personne ne connaît, qui rentre en politique à ce moment-là et qui s'affronte à des chefs militaires, des supérieurs hiérarchiques et qui ne veut pas lâcher le morceau. Et effectivement, le film restitue certains de ces moments où, en tant que désormais membre du gouvernement, il entend dicter la politique aux chefs militaires qui ne l'acceptent pas forcément. Alors, ceci dit, vous avez commencé à le dire, la distinction n'est pas seulement les militaires d'un côté et les politiques de l'autre, puisque dans le camp des partisans de l'armistice, il y a à la fois Weygand, Pétain, mais aussi un homme politique comme Paul Baudouin, qui est dans le film. Et puis dans le camp, au contraire, de ceux qui voudraient continuer le combat, il y a un militaire comme De Gaulle, et puis des hommes politiques comme Georges Mandel. Donc finalement, le clivage n'est pas simplement les politiques et les militaires. Pas du tout. Et c'est vrai que Paul Baudouin, qui est sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, est très favorable à l'armistice. Et on a souvent des échanges dans le film entre Baudouin, De Gaulle, Reynaud, etc. Le poids de Mandel est aussi très important et qui est bien montré aussi. Alors justement, je voulais vous demander un petit peu dans la galerie de personnages du film, lesquels vous ont convaincu, soit dans l'écriture de leur personnage, soit dans le jeu que portent les acteurs, si on les passe en revue un petit peu. Paul Reynaud, il est joué par Olivier Gourmet, il y a sa maîtresse Hélène Deportes, qui est jouée par Philippine Leroy-Beaulieu. Qu'avez-vous pensé de la représentation du dernier président du Conseil, ou l'avant-dernier président du Conseil de la Troisième République? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que le personnage était très bien rendu. Enfin, la personnalité même de Paul Reynaud a été très bien rendue, avec sa fausse détermination au départ, et puis on voit sa détermination s'étioler progressivement, l'influence, le poids de la persuasion d'Hélène Deportes, qui a un côté un peu maléfique, mais qui montrait aussi avec beaucoup d'intérêt. Je trouve que là, on a deux personnages qui sont très importants et très intéressants et qui sont bien présentés. Alors, un autre personnage, moi, que j'ai trouvé plutôt réussi, c'est celui de Georges Mandel, joué par Gilles Cohen. Donc, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est une forte figure politique. Est-ce qu'il vous a convaincu, ce Mandel, à l'écran? Oui, non, c'est vrai que Mandel est une personnalité qui ose s'affronter aussi, qui a le parti de Gaulle, et on a vraiment cette espèce ce duo qui est quand même important, qui se bat avec force et détermination, en vain évidemment, comme on le sait, mais qui dénote évidemment, qui sort du lot au milieu de ces attentistes, ces défaitistes que forment les gens du gouvernement. Alors, il y a aussi évidemment les Britanniques. Qu'est-ce que vous avez pensé de Churchill, joué par Tim Hudson, et des entrevues Churchill-De Gaulle? Est-ce qu'elles sont conformes finalement à ce qu'on sait des premières rencontres entre les deux hommes? Bon, j'ai trouvé que Churchill n'était pas vraiment convaincant. C'était peut-être difficile à jouer, mais pas très convaincant. Cela dit, c'est vrai que les deux hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises avant le fameux 18 juin ou 17 juin, parce qu'ils se sont vus le 17 juin. Ils se sont vus en France le 8 ou 9 juin, je ne sais plus exactement. Et très vite, Churchill a perçu en De Gaulle une personnalité importante, solide, sur laquelle les Anglais pouvaient compter. Et c'est vrai que De Gaulle se sent soutenu, a priori, par Churchill, aidé aussi par Edward Spears, qui est le représentant personnel de Churchill au gouvernement, près du gouvernement, qui va aider De Gaulle, en tout cas pendant cette période-là, et qui joue un rôle très important.
Est-ce que dans la manière de filmer, au-delà de ces grands personnages, dans la manière de filmer la période, de filmer la défaite, est-ce qu'il y a des manières de représenter la guerre, la débâcle, qui vous ont frappé, l'exode, un peu la panique des dirigeants, c'est pas des choses qu'on voit très souvent à l'écran. Comment vous l'avez jugé? Alors bon, il y a quelques scènes d'exode qui sont bien classiques en fait, convenues. Effectivement, on voit Madame de Gaulle en voiture, au milieu de ces foules sur les routes, les morts éparpillés. Enfin bon, des scènes un petit peu spectaculaires. Voilà, j'ai mieux apprécié. J'ai trouvé ça même assez prenant. Les scènes qui sont tournées à Brest au moment où Madame de Gaulle et ses enfants partent. Les bateaux sont pleins, certains devaient partir, sautent. Enfin, là, on a quand même une tension qui est quand même assez bien rendue. On est dans le chaos. Voilà, on est vraiment dans le chaos. C'est vrai aussi, j'ai trouvé, pour les séquences au ministère de la Guerre, lorsque De Gaulle monte les escaliers au moment où les Allemands ont percé et que tout le monde en train de détruire les documents, qu'il y a un grand bûcher dans la cour. Ça, je trouve que ça rend quand même assez bien ce climat de l'époque. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une panique énorme. Et d'ailleurs, à propos de l'arrivée des Allemands, De Gaulle était favorable à ce que le gouvernement quitte Paris. Mais contrairement justement à ses collègues du gouvernement, il ne voulait pas que Paris soit ville ouverte. Alors que, c'est le choix qui a été fait pour éviter les destructions, etc. Lui considérait que Paris devait se défendre. On a peu parlé de Pétain pour l'instant. Le film montre un Pétain assez machiavélique lui aussi, notamment lorsque il se rencontre avec Weygand dans les cabinets et il lui dit « Nous n'aurons plus qu'à régler son compte à cette république de malheur ». Autrement dit, c'est plutôt la vision d'un Pétain cagoulard, d'un Pétain déjà décidé à abattre la République. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de simplification peut-être dans cette manière de le représenter? Alors un peu de simplification aussi, parce que c'est vrai qu'à l'époque encore, Pétain était le vainqueur de Verdun. Et donc, c'est une figure en qui on a confiance. Et ça a joué évidemment un rôle déterminant à ce moment-là, dans ces jours un peu tendus et par la suite. Mais c'est vrai aussi que Pétain était ambassadeur en Espagne et qu'il a cette dimension très favorable, que l'on connaît moins, que l'on mesure moins vraisemblablement en France à ce moment-là, de l'homme de droite et de l'extrême droite, autoritaire, qui va le marquer. Le scénario fait dire à un moment à De Gaulle, joué par Lambert Wilson, « Je connais l'appétit de pouvoir insatiable du maréchal Pétain ». J'ai pas trouvé que c'était la réplique la plus crédible du film, en tout cas dans le contexte, même si effectivement plus tard il aura des discours extrêmement durs envers le vieillard de Vichy, mais dans le contexte de juin 40, c'est peut-être un petit peu anticipé. Alors, oui, sauf qu'il y a quand même des relations très anciennes entre les deux. Et donc De Gaulle a été un proche de Pétain après la Première Guerre mondiale, à la fin des années 20, son retour de Pologne. Ils ont écrit ensemble. De Gaulle a enseigné à l'école de guerre grâce à Pétain. Il était présenté comme son poulain, mais il y a eu des dissensions très importantes au moment où De Gaulle a écrit pour Pétain « La France et son armée » et que Pétain a voulu signer lui-même. Et donc il y a une opposition très vive à partir de ce moment-là, et très marqué à partir de 1936-38, quand Pétain a voulu reprendre, donc signer, que De Gaulle a préféré modifier 2-3 choses et le publier à son nom, avec une dédicace fort correcte à l'égard du maréchal Pétain, que le maréchal ne voulait pas. Qui voulut que ce livre fût écrit. Voilà, c'est ça, oui. Mais, et là, il y a une... De Gaulle a bien senti que l'ambition littéraire, en tout cas, et intellectuelle de Pétain avait pris un coup. Est-ce que Lambert Wilson fait un bon De Gaulle à vos yeux? C'est compliqué à jouer, évidemment. C'est compliqué à jouer, mais je trouve qu'il se débrouille très bien. Voilà. Effectivement, il y a la technique, donc le masque en silicone, etc., le nez, tout ça. C'est vraiment très important, mais c'est vrai que Lambert Wilson a beaucoup étudié De Gaulle, l'a écouté, l'a vu, etc., pour essayer d'incarner le personnage. Et d'après ce qu'il dit, il a décidé, lui pas tout seul, mais avec Gabriel Le Baumin aussi notamment, de ne pas vouloir absolument mimer le général De Gaulle. Donc c'est un autre De Gaulle. Alors
parfois, on a l'impression d'avoir une image, quasiment des images d'actualité, et parfois, non. Mais c'est quand même, moi je trouve ça assez crédible. Alors, bien évidemment, on connaît la voix de Gaulle, on connaît l'appel, non pas du 18 juin, mais les suivants, et c'est un petit peu étonnant d'entendre cet appel sur un autre ton, avec un peu une autre voix. Mais finalement, ça n'est pas inintéressant parce qu'on peut l'entendre un peu différemment. Encore plus étonnant pour moi, c'est le fait que l'appel du maréchal Pétain le 17 juin, dont on a l'enregistrement, sauf erreur de ma part, ils n'ont pas diffusé dans le film l'enregistrement du maréchal, mais ils ont fait lire à l'acteur qui joue Pétain le texte du 17 juin, ce qui fait, quand on connaît le véritable discours de Pétain, ça fait un effet un peu drôle, mais bon, c'est un choix du réalisateur. Oui, mais finalement, c'est le choix d'utiliser les acteurs pour... la reconstitution. Voilà. Alors pour finir, est-ce que c'est un bon film, ce De Gaulle de Gabriel Le Gobain? C'est un film illustratif, qui est relativement fidèle à l'histoire, comme on l'a dit. Est-ce que c'est un bon film? Alors moi, je trouve que c'est un film, ça n'est pas un grand film, mais c'est un bon film qui restitue l'histoire et le personnage de Gaulle. Bon, c'est un film qui aurait pu s'appeler De Gaulle et Yvonne, ou Charles et Yvonne, mais parce qu'elle a une place très importante, nous n'en avons pas parlé, mais et elle a certainement eu, il a pris ses décisions tout seul, mais elle a eu quand même une influence indirecte extrêmement importante. Oui, et puis c'est quelqu'un dont on s'est un peu moqué par la suite. On l'a surnommée Tante Yvonne dans les années 60, très effacée. Et là, on voit une jeune femme courageuse. Enfin, ça casse un petit peu l'image qui s'est décristallisée autour d'elle du dernier De Gaulle, du dernier couple De Gaulle. Là, voilà. On change un petit peu de perspective. On change de perspective, donc qui est quand même plus connu parce qu'il y a eu des biographies d'Yvonne De Gaulle qui lui donnent quand même une place plus juste et un caractère plus conforme à ce qu'elle était. Mais je trouve que c'est quand même assez bien rendu ici. Alors, Yvonne De Gaulle, elle est importante aussi pour les scénaristes parce qu'à travers elle, on fait passer beaucoup d'infos sur De Gaulle. Dans le côté malgré tout un peu scolaire du film, il y a une réplique où elle lui dit « Rappelle-toi de ce que tu as écrit dans le fil de l'épée ». Donc là, on comprend bien que c'est pour que les spectateurs aient en tête toutes les données. C'est vrai qu'il y a cette dimension scolaire, sans doute utile en même temps du film. Le fil de l'épée étant un livre très important parce que c'est là qu'on voit la définition du chef, du commandement que De Gaulle va mettre en application. Merci beaucoup Chantal Morel. On rappelle votre livre De Gaulle, la passion de la France, qui reparaît en livre de poche. Dans la collection Écho. Dans la collection Écho. Et puis vous pouvez également, si ça vous intéresse, écouter l'entretien avec Julian Jackson à ce micro autour de sa biographie de Gaulle. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.